Allez, c'est bien la dernière de l'année, des plus encore, et on termine en beauté avec un plateau spécial atypique. C'est la deuxième fois de l'année qu'on les retrouve dans cette émission. L'idée, retrouver des journalistes pour parler de votre environnement. Avec nous en plateau, journaliste indépendante Aurélie Fardeau. Aurélie, bonjour. Bonjour. Dans le club des vestes noires, il est à côté d'Aurélie. C'est le rédacteur en chef de Citywire France, Jérémy Gatignol. Jérémy, bonjour. Bonjour. Et puis lui, il a fait le choix, comme moi, d'être en chemise blanche. Rédacteur en chef désormais de Radio Patrimoine, Cédric Decoeur. Cédric, bonjour. Salut Jean-François. Merci à tous les trois d'être à nouveau venus. On a pris la même règle du jeu que la fois précédente. La règle du jeu est relativement simple. Dans notre petite boucle WhatsApp, chacun présentait un sujet en se disant « moi, c'est le sujet que j'ai envie de traiter ». Alors, première remarque, on n'a pas une très grande originalité par rapport à la fois précédente, parce qu'il y en avait deux dont on avait déjà parlé la fois précédente. Aujourd'hui, on va donc parler avec vous de SCPI, on va parler d'ETF, on va parler d'ESG, et puis on va aussi essayer de réfléchir, c'était Aurélie qui a fait récemment un papier dans l'Express sur le sujet, sur faut-il ou non flécher l'épargne des Français, qui est un sujet intéressant. Aurélie, je viens de te citer. Et donc, on va... La dernière fois, on avait dû apporter une proposition de loi. On aurait pu refaire le coup, là. Ou oui, mais alors, très sincèrement... Tous les cas, c'est l'avantage. C'est pour se faire censurer. Très sincèrement, c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas fait, puisqu'effectivement, les ministres ne durent pas forcément très longtemps. Donc, il vaut mieux éviter de se mettre dans cette position-là si on a envie un peu d'exister durablement. Aurélie, ton sujet, les SCPI. Les SCPI. 2025, le renouveau des SCPI. Point d'interrogation. C'est un peu la grande question du moment, parce que si je dresse un rapide état des lieux, 2023-2024, on a eu, je crois, un peu plus de 25-28 SCPI qui ont baissé leur prix de part. On a aujourd'hui un petit souci de liquidité sur un certain nombre de ces produits-là, avec, je crois, à peu près 2,8% de la capitalisation qui est bloquée, donc 2,5 milliards d'euros qui sont bloqués, qui ne peuvent pas sortir. Et on a quand même un grand changement depuis quelques mois, c'est un enclenchement de baisse des taux. Donc un enclenchement de baisse des taux qui devrait, en toute logique, se poursuivre, voire peut-être même s'accélérer en 2025, qui change quand même assez drastiquement la donne pour l'immobilier, parce qu'on va avoir le recours au crédit qui va redevenir un petit peu plus attractif, donc des montages plus nombreux possibles pour les investisseurs. On va avoir un panorama concurrentiel dans le monde de l'épargne qui est aussi chamboulé. On pense tous que le taux du livret A va baisser, les comptes à terme vont être moins mis en avant, les opérations de bonus sur fonds en euros devraient quand même commencer à se tarir ou être un petit peu moins agressives, etc., etc. Donc la prime de risque de l'immobilier redevient un petit peu plus importante et les SCPI devraient redevenir plus attractives l'année prochaine. Donc si on met tout ça bout à bout, le discours ambiant dans l'industrie, c'est de dire on va assister à un rebond, la collecte va revenir et puis le marché des SCPI va repartir. Et d'ailleurs, il y a eu une étude assez intéressante d'AEW sur le sujet qui dit que d'ici fin 2019, on devrait retrouver sur le marché immobilier à peu près les valeurs immobilières d'avant la crise, donc de mi-2022. Maintenant, il y a quand même quelques interrogations importantes, et quand on parlait du marché des SCPI, peut-être que maintenant il va falloir parler, en tout cas sur les prochaines années, des marchés des SCPI, ouais. Parce que on a toujours des produits qui sont englués dans leurs difficultés, qui a priori n'ont pas les moyens de faire la différence en termes de rendement, en termes de versement de dividendes pour réanimer une collecte qui aujourd'hui est moribonde. Et puis de l'autre côté, on a tout un tas d'acteurs, tout un tas de nouveaux produits qui tentent de se faire une place sur le marché. Et un des leviers pour se faire une place sur le marché, c'est aussi d'afficher des taux de rendement hyper attractif, merci. J'allais dire boosté, mais c'est très bien. Et donc, on commence déjà à entendre des chiffres qui sont quand même assez presque délirants, quand on entend des 8%, des 9% sur le marché des SCPI.
Alors qu'à côté de ça, il y a des produits qui sont... Je rappelle qu'il y a cela quelques années, quand on entendait du 7 ou du 8, il fallait impérativement, grosso modo, qu'on dise que c'était une arnaque, parce que c'était un rendement qui était beaucoup trop élevé. On peut se poser la question de savoir s'il faut pas le dire encore aujourd'hui, mais voilà. Donc la question, ça va être, je pense que sur les 2-3 prochaines années, ça va être, il va y avoir un phénomène de rattrapage progressif, mais qu'il faut pas espérer, je pense, de miracle pour 2025 en tout cas. Alors, intéressant ton sujet. Je voudrais qu'on le prenne, avant de le prendre, si tu veux bien, sur le côté SCPI, sur le côté environnement concurrentiel. Quid un peu de la position des uns et des autres sur le fait que nous allons re-rentrer dans un environnement de taux d'intérêt qui seront plus bas qu'aujourd'hui, ce qui peut impacter le livret A, ce qui peut impacter les comptes à terme, enfin ce qui peut impacter un certain nombre de placements qui ont pas mal capté d'argent ces derniers temps. Cédric, tu as une confiance folle en Christine Lagarde pour baisser les taux ? J'ai une confiance folle en Christine Lagarde pour baisser les taux. Je ne sais pas si j'ai les qualifications pour me mettre à la place de Christine Lagarde et je ne sais pas si je voudrais de son poste. Je pense que son année va pas être simple, déjà pour elle, parce que c'est quand même un joli bazar dans la zone qu'elle doit gérer. Puis en plus, elle va devoir regarder bien malgré elle ce qui se passe de l'autre côté, parce que Trump a quand même une fâcheuse habitude à se fâcher avec tout ce qui n'est pas tout à fait d'accord avec lui, et il n'est pas du tout sûr que le patron de la Fed, quel qu'il soit forcément d'accord avec lui. Et quand on voit qu'il a déjà dit que s'il fallait changer la loi pour que le patron soit d'accord avec lui, il était prêt à changer la loi, et qu'il a dit dictateur un jour, c'est suffisant. Enfin, bref, voilà. Donc, en fait, je dis pas qu'elle va devoir gérer le dollar, mais elle va devoir au moins gérer l'euro aussi face au dollar, qui va dépendre aussi de ce qui se passera de l'autre côté. Donc, baisser les taux, bien sûr, mais si c'est pour baisser les taux parce que la situation en zone euro le demande, encore qu'on ne sait pas de chez qui, on verra, mais que en face, on a un équilibre dollar-euro qui commence à lui tordre le bras, jusqu'où elle pourra aller. Voilà. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le consensus aujourd'hui du marché, c'est plutôt de dire que ça va globalement baisser et c'est plus prévisible en zone euro que à la Fed, là, c'est quand même beaucoup plus illisible. Il y a des gens qui tapent sur 5 de taux. Il y en a qui tapent sur 3, il y en a qui tapent sur 2, il y en a qui parlent effectivement peut-être même qu'on aura une hausse à un moment. Quand on regarde c'est plus visible quand même. Ouais, oui, c'est plus visible. Enfin, quand on regarde que Trump, il nous donne de l'impôt sur les sociétés, donc du boost. On déporte entre guillemets tous les passagers clandestins. Plus on se fait une guerre commerciale. Tu peux prendre les choses comme tu veux, mais ces trois trucs-là, tu mets de l'inflation au bout. Donc justement, plus il y aura d'inflation et de croissance aux États-Unis, plus a priori Christine Lagarde devra baisser. Ouais, exactement. Oui, mais juste, moi j'entends cet argument qui est entre guillemets relativement consensuel, mais j'entends un élément que nous donne Cédric qui me paraît pertinent parce qu'aujourd'hui, officiellement, on n'en parle pas dans les communiqués de la BCE, c'est quand même la gestion du change. C'est-à-dire que si on se retrouve dans une situation à avoir, sous prétexte que le décalage de taux est trop important entre les États-Unis qui baissent pas et une Europe qui est contrainte de baisser fortement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'euro va s'effondrer. Et étant donné que l'Europe est quand même une zone qui est relativement exportatrice par rapport aux États-Unis, ça peut poser un sérieux problème économique. Donc, l'arbitrage change peut-être en 2025, peut-être un élément important. Jérémy, sur le côté court, donc là, on vient de parler un peu des taux de marché. Livret A, on est d'accord que... on va peut-être pas oublier complètement parce que c'est toujours un placement que... Le placement sécuritaire où les gens ont tendance à aller par défaut. Mais en vérité, ça va être une année, a priori, où il y aura plus d'opportunités pour les gérants de avoir un alpha un peu supérieur. Donc je pense que c'est une année où il faudra être probablement plus flexible, plus agile pour eux. On parle de volatilité, il va y en avoir. On parle d'inflation, il y en aura forcément. Donc c'est une année où, je pense, qu'il y aura quand même... Tu parlais de concurrence. Je pense que c'est une année où la concurrence va jouer. Et Aurélie parlait de SCPI sur il faut pas attendre de miracle de l'année 2025. Moi, il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est que pendant très longtemps, c'est les SCPI thématiques qui ont été un peu les produits phares. Donc, tu avais notamment la logistique en tête, les bureaux, la santé, etc., etc. Quand tu regardes tous les produits qui ont été lancés ces 18 derniers mois... Il y a que du diversifié. Exactement. C'est que du diversifié, uniquement. Et ils te servent tous la sauce de te dire, justement, maintenant, on va aller chercher partout. En fait, c'est toujours le même combat spécifique contre diversifié. Sauf que là, c'est depuis 18 mois,
t'as beaucoup de produits qui sortent. Le dernier Darwin est sorti il y a une semaine. Il fait exactement ça. Un peu d'Europe, pas un petit peu de France, mais pas trop. Et on essaye de diversifier un maximum sur tous les secteurs possibles. Ça, c'est une vraie tendance. Et je pense qu'elle va se... Alors, une tendance d'ailleurs qui interpelle, parce qu'on peut se dire, si on a 20 SCPI sur le marché qui font du diversifié en Europe, comment elles se démarquent les unes des autres? Et est-ce qu'il y a de la place pour toutes? Est-ce que toutes arriveront à trouver leur marché? Moi, j'en doute. Elles annoncent des taux intéressants en plus. Nous, ce qu'on a vu, juste quand même dans les mouvements de marché, ce qu'on a vu ici sur ce plateau dans le dernier club expert immobilier, c'était le retour, non plus sur l'Europe, parce que les flux de capitaux sont quand même un peu moins importants, mais sur le marché français et sur le marché local, c'est-à-dire hors Paris, avec des SCPI qui sont plus territoriales. On dit tout ça, on entend parler de diversifié. Pardon, mais il y a quand même un événement dans le sujet des SCPI. Une SCPI sur les États-Unis. C'est vrai que ça, c'est pas rien, faut le connaître. Est-ce que quand nos réflexions, quand on voit ça, on se dit quoi? On se dit, bon, on connaît le talent des équipes de Quorum pour inventer des concepts qui sont... on peut dire quand même largement récompensés, puisque c'est c'est quand même eux qui sont arrivés en disant on va pas vendre de la SCPI en disant c'est de l'OAT plus quelque chose, mais on va vous donner un taux de 6%, on va vous faire des produits sur lesquels on fait ce qu'on veut. Et on va pas se laisser contraindre par une allocation d'actifs spécifique. Ils étaient allés sur le Royaume-Uni. Quand on voit ça, parce que t'évoquais, Jérémy, là, le concept des thématiques, on sentait bien qu'il y avait une approche qui était en train de devenir de plus en plus financière dans le monde de l'immobilier. Là, est-ce que finalement Quorum fait pas un peu pareil en disant, finalement, pourquoi demain on lancerait pas Quorum Asie sous prétexte qu'il y a des immeubles intéressants à Singapour? Des SCPI géographiques. En vérité, ils le font déjà. Juste, c'est pas estampillé de cette manière-là. Là, c'est peut-être un coup marketing. C'est plutôt bien joué parce que finalement, la SCPI américaine, il y en avait pas comme ça, en tout cas. Pour le coup, si on veut parler de SCPI qui se démarquent, il pourrait y en avoir d'autres. C'est novateur. Plutôt bien joué. Il pourrait y en avoir d'autres. Bien sûr. Mais tu disais SCPI Asie, mais pourquoi pas? Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver. Alors, quoique investir sur la Chine en ce moment, le marché immobilier, je sais pas si c'est une bonne idée, mais en attendant, c'est une manière de se démarquer. Et toutes les SCPI qui sont sorties ces derniers temps étaient que des diversifiés un peu classiques. Donc, il va falloir trouver quelque chose, en tout cas. Cédric? Moi, je trouve ça assez sympa de diversifier. Donc, l'idée de voir une SCPI américaine, je trouve ça plutôt sympa. En plus, c'est vrai que jusqu'à présent, les données sont là pour dire que Quorum s'est pas beaucoup trompé. Ou trompé. Mais en fait, moi, j'ai un certain nombre de questions plus fondamentales qui n'ont rien à voir avec Quorum d'ailleurs, spécifiquement. C'est autour des SCPI, parce que en fait, tout ce qu'on a dit depuis le début, ça interroge quand même sur la façon aussi dont c'est passé, dont a été géré, notamment en termes de communication vers les épargnants, la crise qu'on vient de vivre sur les SCPI. Et force est quand même de constater que au début de la crise, il y en a beaucoup qui ont dit non, il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas de problème, avant d'être obligés de concéder des baisses de prix de part, etc. Et rares ont été les acteurs à avoir, dès le départ, identifié le problème en disant voilà le problème, il est identifié, on est concerné ou on l'est pas, on l'est peu, enfin bref. Et oui, ça va avoir un impact, ou ça n'en aura pas parce qu'on n'est pas concerné, et ça va être traité, et ça va durer tant de temps. Ça a été très très rare. Et beaucoup plus d'acteurs ont dit non, il n'y a pas de problème, avant d'être obligés de l'admettre. Et ça, je pense que ça a fait très mal auprès de pas mal d'épargnants qui sont pas prêts de remettre une bille dans une SCPI. En plus, derrière, si on veut diversifier, si on veut innover, etc., il va falloir innover comment? Alors, soit par des thématiques, effectivement. Alors là, peut-être qu'effectivement, on peut l'expliquer à des clients ou à des prospects. Et donc ça, ce sera peut-être une sélection effectivement plus fine. Mais par contre, il y a quand même, tout en termes de rendement, avec cette question quand même des taux trop élevés, potentiellement trop élevés pour être capable de dire qu'est-ce qu'une arnaque ou pas une arnaque. Et puis surtout, moi je trouve que il y a des questions de frais, il y a des questions de savoir trouver le produit. Après, s'il y a tant et tant de produits, comment est-ce qu'on fait son choix, etc. Et donc, dans une classe d'actifs que moi je trouve à laisser un petit goût un peu amer à certains épargnants, même si les rendements se sont tenus, c'est pas évident aujourd'hui de dire je vais revenir avec un super taux, avec des qu'est-ce qui lancera des frais, d'aller aux États-Unis, et en plus de troubler, parce que quand on part sur des marchés étrangers, on le voyait déjà avec une partie de l'Europe, c'est qu'il y a des fiscalités différentes, il y a ceci, cela. Aller expliquer tout ça aux clients
ça va pas être simple. Juste, Aurélie, ton argumentaire était parfait. Toujours. Mais Non, sur Attention, il y a le mec qui arrive. Non, mais sur la lecture par rapport aux clients, par rapport à la comparaison, on a une émission qui est quand même regardée aussi très largement par des conseillers. Moi, je voudrais regarder la problématique côté conseiller. Et on a un sujet qui est assez intéressant sur les SCPI, c'est que tu évoquais plusieurs familles. Donc, il y a les historiques, on a évoqué les thématiques, on a évoqué les diversifiés, etc. Il y a les zéros de frais d'entrée. Et on a celles avec des frais d'entrée. Et en fait, moi, la question que je me pose sur le renouveau de la SCPI, entre guillemets, traditionnelle, c'est la situation de rémunération des produits. Bref, c'est de la rémunération en upfront, c'est-à-dire quand on vend, c'est une rémunération immédiate. Il n'y a pas beaucoup de produits sur la place. Et est-ce que finalement, les SCPI peuvent arriver à s'en sortir quand leur principal concurrent, en réalité, c'est les produits structurés, et que les produits structurés, pour l'instant, ils sont pas prêts de voir leur rémunération baisser vu le niveau des taux d'intérêt. Et une réaction là-dessus? Alors, je suis d'accord avec toi, et je pense que d'ailleurs c'est un des arguments qui vient contrebalancer ce que dit Cédric, parce que je suis assez d'accord avec Cédric. Je pense que la confiance est érodée sur le produit, voire sur certaines sociétés de gestion, mais on est quand même sur un marché qui est largement intermédiaire. Et effectivement, il y a un moment donné, pour le conseiller qui doit vivre et faire tourner son cabinet, quand vous avez des produits qui rapportent à la souscription de généreuses marges, ça peut être tentant, dans un contexte qui s'améliore, de le remettre plus massivement dans les allocations. Donc ça, effectivement, ça peut jouer. Et après, pour ce qui est du panorama concurrentiel et des produits structurés, on va voir comment les choses évoluent, mais jusqu'à présent, on reste sur un marché déstructuré qui est quand même très dynamique, avec des produits qui versent des coupons plutôt sympathiques. On a encore des garanties en capital à l'échéance ou des produits très protégés. Donc, les structures devraient un peu se dégrader dans les prochains mois du fait de la baisse des taux, si on part du principe qu'il y a une baisse des taux. Mais la concurrence, elle reste pour l'instant assez dynamique en la matière. Après, les produits structurés, tu l'as noté, la vraie problématique, c'est la rémunération. Hein. C'est que et c'est un peu d'ailleurs au crédit des conseillers d'avoir au moins sur les SCPI qui était quand même un petit peu le produit phare qui donnait à tous leurs clients absolument, parce que tu avais un upfront qui était quand même énorme dès que tu souscrivais un produit intermédiaire. Ils ont quand même eu le mérite, en tout cas, d'arrêter un petit peu le flow continu quand c'était un petit peu compliqué. Même s'il faut toujours rappeler que les SCPI, c'est quand même avant tout des produits de rendement. Hein. On n'est pas là pour faire fructifier de l'argent sur une valorisation immobilière. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on vend dans ce produit, c'est pas ça qui est vendu. Comme tout le monde, quand sa part fait moins 20%, je pense qu'on n'est pas content. Mais en attendant, ce qu'on nous a vendu, c'est plutôt de faire 5% par an de rendement. C'est à peu près ça que normalement est censé vendre le conseiller. Par contre, ça a été quand même un peu remplacé, même si ça fait longtemps que les produits structurés, on le vend en poupe. Là, les produits structurés, c'est une espèce de vague monumentale, en fait, quand on en parle à des banquiers privés. Un produit structuré avec un autocol. C'est simple en tout cas. On prend un upfront, au bout d'un an et demi, on est remboursé. Non, mais c'est à la fois simple. C'est ça qui est marrant avec les structurés, c'est que c'est simple et compliqué. C'est-à-dire que le produit en lui-même est extrêmement complexe. Si tu veux expliquer les moteurs de performance, le moteur de l'oblig, etc. Ça, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Mais par contre, pour le client, dans l'explication basique, c'est un peu, vous avez ce rendement-là, s'il se passe ça, il se passe ça, s'il se passe ça, il se passe ça, et voilà. Et basta. Pour eux, c'est assez simple. En plus, on leur dit, une partie de votre capital est protégée. Ils sont très contents. Comme tu dis, maintenant, les produits qui sont vendus massivement, c'est les autocalls. Donc, bon an, mal an, ça marche plutôt bien. Par contre, c'est quand même aussi, là où il faut faire attention, c'est que c'est des produits où est-ce que l'intérêt, c'est vraiment de vendre quelque chose à ton client parce que c'est extrêmement bien comme produit ou parce que ça rapporte beaucoup. Ça rapporte quand même beaucoup. On va être très honnête, le jour où il y a un pain sur les structurés, exactement, c'est terrible. C'est-à-dire le jour où on a collé des clients sur des produits à 8-12 ans et où on se prend un crack et où le gars, il pourra pas sortir et il sait qu'il sera collé pendant 10 ans pour avoir zéro de performance, ce jour-là, je peux vous dire que ça va être terrible, faudra quand même s'être un peu accroché sur ce qu'on a fait et c'est un sujet non négligeable. On a fini là-dessus ? Allez, Jérémy, on passe maintenant à ton sujet. Tu nous proposes, toi, un produit où les marges sont faibles, mais simple. Les ETF, on t'écoute. Les ETF, c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, et je pense que c'est pas pour rien qu'on en reparle aujourd'hui, parce que tu as une vague
sur ce produit qui est monumental, qui n'a jamais été de cette ampleur en France en tout cas. C'est-à-dire que quand tu regardes nos pays voisins, en Allemagne notamment, les ETF, c'est quelque chose qui est très développé. Ils utilisent beaucoup des espèces de produits d'épargne en ETF qui fonctionnent très bien. Chez nous, c'était plutôt les fintech, robo-advisors qui proposaient ce genre de choses, mais c'était pas massivement proposé aux épargnants. Je pense que c'était Aurélie qui en parlait la dernière fois qu'on s'était vu. Quand tu regardes au final l'assurance vie, puisque c'est à peu près là que la majorité des gens investissent en France, c'est souvent via l'assurance vie, les ETF, t'en avais finalement pas tant que ça non plus. Aujourd'hui, ça bouge un peu quand même. Honnêtement, ça bouge un peu. T'as de plus en plus de produits différents. Nous, je pense qu'on peut tous l'observer. Tu as un nombre de lancements d'ETF qui est astronomique en France ces dernières semaines, ces derniers mois. On va finir l'année au global, dans le monde entier, à plus de 1000 milliards d'euros de collecte nette sur les ETF. C'est énorme. En France, on a une collecte qui va être positive. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été positive au global sur les ETF. Et tu as on va dire une vague vraiment importante. De là, carrément même, on peut y croire ou non, quand tu as le dernier observateur de Kantar sur les CGP, te disait même que 60% d'entre eux étaient vraiment intéressés par le produit, etc. Il n'est pas margé, tu l'as dit, donc on peut se demander si c'est vrai, mais en attendant, comme c'est quelque chose qui revient de plus en plus, les clients commencent à le connaître, et donc ils commencent à en demander et à le réclamer. Mais quand on regarde, c'est très important. Quand on regarde le tableau de bord des investisseurs de l'AMF qui maintenant communique avant tout sur les ETF plutôt que de communiquer sur les actions, c'est un mouvement de marché qui est absolument invraisemblable. Et ce qui est intéressant, c'est que ça cible une catégorie d'investisseurs qui sont des nouveaux investisseurs depuis 3-4 ans, qui sont des investisseurs jeunes. Donc, tu as une espèce d'énorme vague sur les 25-35 ans, ou sur les 18-35 ans, disons, qui investit massivement en ETF. Et donc, en tant que société de gestion, en tant que conseiller, etc., il y a un moment, ils se disent, il va falloir qu'on prenne le train en marche. Parce que les investisseurs qui ont 18-35 ans, dans quelques années, ils en auront 45, 50, c'est eux qui auront l'argent et c'est eux qui investiront. Et en plus de ça, tu as beaucoup de tendances sur les ETF, sur les ETF actifs, les ETF sur le non-coté. Enfin, tu as plein de choses qui arrivent en ce moment. Cédric, est-ce que tu te sens l'âme d'un 18-35 ans? Non, je ne sens pas l'âme d'un 18-35 ans parce que j'en ai quelques de plus. Non, en fait, fondamentalement, j'ai rien contre les ETF. Je trouve qu'il y a des tas d'outils financiers qui permettent des tas de choses et c'est très pratique et c'est même parfois sans doute très utile. Par contre, moi, je suis le digne descendant d'un boursier, d'un analyste. J'ai vraiment la bourse, le titre vif chevillé au corps, et ça me désole un peu de voir que maintenant, dans toutes les grandes gestions, en fait, il n'y a plus d'idées. On chope un ETF et on se laisse porter par l'ETF, etc. Et moi, je me dis, c'est bien dommage. Et je me dis, si quelque part on continue à massacrer le marché des titres, est-ce qu'il y aura des ETF? Parce qu'il faut quand même bien qu'à un moment il y ait un sous-jacent. Donc s'il n'y a plus de titres, voilà. Et puis il y a un autre truc qui me gêne vraiment sur les ETF. Et là, je reviens sur l'histoire de pédagogie, etc. du départ avec les SCPI. C'est de dire quand même c'est non, quoi. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un comprend quoi que ce soit? Est-ce qu'un client comprend quoi que ce soit au nom de n'importe quel ETF qu'il achète? Non, ni gobe que dalle. Voilà. Mais en revanche, juste... Donc pour mon côté pédagogique en plus, moi ça me désole. Je vais te charrier. C'est annoncé. Non mais, tous les deux, on a une chemise blanche aujourd'hui et on aime tous les deux les actions, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une réalité toute bête qui est que acheter aujourd'hui un ETF, c'est plus simple, c'est plus rassurant. Bien sûr. Et est-ce que dans ce schéma-là où on voit cette tendance de fond, si on devait, pardon, mais gueuler un bon coup, ça serait pas quand même un sacré coup de gueule qu'on devrait passer par rapport aux émetteurs qui n'en ont rien à carrer des investisseurs, qui préfèrent aller faire des roadshows autour de fonds de pension que d'essayer d'aller collecter l'épargne des Français pour venir les financer. Donc, il n'y a pas que les émetteurs. Les boîtes, elles sont mignonnes. Il faut que les Français aiment les gens de l'entreprise, mais entre guillemets, les boîtes cotées, elles font aucun effort pour aller se présenter, expliquer leur business model, etc. Donc, regardez une boîte, c'est passionnant.
Mais quand aujourd'hui, on ne peut pas acheter une action, quand on a une action qui vaut 700 balles et que si tu as 640 balles, on te dit « Ah non, monsieur, désolé, vous avez 640 balles, vous ne pouvez pas le faire, etc. » Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de place par rapport à ça, il y a le besoin de tirer un peu les sonnettes à quelques-uns. Et quand on voit toutes les boîtes qui décident d'aller sans doute se faire coter ailleurs qu'à Paris parce que... Il y a un vrai problème de financement, cela dit. Ouais. Et il y a un sujet qui n'a pas non plus été trop abordé, c'est le sujet des frais. Parce que pour boucler la boucle, Jérémy a évoqué la tendance des ETF actifs. Cédric expliquait que quand même c'était triste de pas avoir un peu plus de conviction dans la sélection de valeurs. Finalement, les ETF actifs, quelque part, ils réunissent le meilleur des deux mondes puisqu'ils sont censés mettre en avant une gestion active dans un produit coté, liquide, peu cher, etc. Et moi, j'ai une question extrêmement naïve qui est de me dire la quadrature du cercle, je ne comprends pas comment ça fonctionne puisque tout ça est vendu avec quelques dizaines de points de base. Et qu'il y a un moment donné où les convictions, la gestion, j'ai encore vu un ETF labellisé ISR qui vient de sortir, tout ça se paye. Donc il y a un moment donné, je me demande un petit peu quelle est la stratégie actuelle des sociétés de gestion en la matière, parce qu'on voit des ETF actifs arriver, on a un peu l'impression que c'est sponsorisé par les frais qui sont collectés sur la gestion et les fonds traditionnels, sauf que l'investisseur n'est pas complètement idiot et donc à un moment donné il va faire les arbitrages en conséquence. Donc je suis quand même très curieuse de voir comment tout ça va évoluer dans les prochaines années. C'est hyper intéressant parce que quand tu discutes aujourd'hui avec des sélectionneurs de fonds, puisque ce sont eux que draguent grosso modo les sociétés de gestion, quand tu discutes avec des investisseurs institutionnels, etc., ils te disent tous qu'ils regardent de près ce qui est en train de se passer sur les ETF actifs. Pour l'instant, l'offre, en tout cas en France, mais même un peu à l'étranger, il y en a un peu plus aux États-Unis, est relativement faible. Donc, ils ne peuvent pas piocher là-dedans. Mais ils te disent tous qu'ils vont, dans pas si longtemps que ça, switcher des fonds actifs pour des ETF actifs. Et je pense que la stratégie des sociétés de gestion, pour moi, elle est de se dire, je ne veux pas rater le train. Parce qu'en fait... ils vont tous scruter la performance, quoi. Exactement. Et la plupart, je pense, lancent aussi, tu sais, ils lancent un ETF actif quand ils ont une stratégie active presque identique. Donc, en fait, ils monopolisent. C'est pire. Ils vont se phagocyter. Moi, je suis client, je me dis, donc, en fait, moi, je sers de vache à lait pour pouvoir créer des produits qui vont servir à d'autres clients qui vont avoir la même stratégie que moi, mais 4 fois moins cher. C'est un peu la mort de la gestion active. Tu fais partie des clients évolués, là. Parce que les clients, ils vont pas... investisseurs institutionnels, ils sont pas... ils payent peut-être pas 4 fois le prix d'un ETF. Je fais un petit parallèle puisque tu évoques le financement et les modèles économiques. Petit souvenir de presse. Tu diriges un journal papier, tu décides de lancer un site internet, tu dis tout ce qui est contenu dans le journal papier, on va le mettre sur internet. Tu mets toutes les charges sur le journal papier. Tu mets aucune charge sur le journal internet puisque de toute manière tu l'as piqué au papier. Et après tu dis regardez, c'est formidable. Le papier, ça perd un fric fou, et Internet, c'est super rentable. La beauté de la compta analytique. Le truc, il est fait. Non, mais juste, d'ailleurs. Ce que tu dis, ton analogie est intéressante, parce que justement, ça fait peser un vrai risque sur la gestion active. Ça fait peser un vrai risque sur la gestion active. Et quand tu regardes la poussée réglementaire aujourd'hui, t'es gérant actif, t'es multigérant notamment, tu fais du fonds de fonds, etc., ou de la gestion sous mandat, peu importe. Tu veux te mettre sur un assureur, chez un assureur vie, tu as Value for Money qui va te venir toquer à ta porte et qui va dire oula, mais les frais c'est un petit peu cher, monsieur. C'est un petit peu cher quand même. Mais alors, et toi, c'est quoi ta marge de manœuvre? C'est de mettre de l'ETF en fait. Mais ça justement, est-ce que finalement derrière ce mouvement-là, on le regarde sous le prisme du produit, c'est-à-dire l'ETF par rapport à la SICAV traditionnelle? Est-ce que, et c'est assez drôle parce qu'on a eu cet échange tout à l'heure sur la partie SCPI. Est-ce que finalement c'est pas une tendance de fond, de réorganisation de la chaîne des frais dans l'industrie financière, et où finalement désormais tous les fonds vont être dans des structures de frais où on portera les fonds. Tu disais tout à l'heure la situation de différence qu'il y a entre l'Allemagne et la France. C'est que le gros de la distribution en France, ça se fait via l'assurance vie. Et l'assurance vie, c'est une culture qui fonctionne autour de la rétrocession. Donc, de la rétrocession sur le produit. Aujourd'hui, on voit que ceux qui mettent des fonds en assurance vie, ils augmentent les frais de gestion du contrat. En plus, ils disent de manière peinard, puisque c'est les mêmes frais de gestion vu l'unité de compte, l'Europe
peut aller se faire voir sur le sujet du conflit d'intérêts, puisque de toute manière, il n'y a pas d'impact du choix du produit, donc le conflit d'intérêts n'existe plus. Et en fait, la rétro se fait des frais de gestion de l'assureur. Et donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve à avoir dans les fonds, qu'ils soient ETF ou qu'ils soient gestion exclusive, que les frais de gestion et pas autre chose. Donc, est-ce que finalement, c'est pas une tendance d'évolution du marché, de structuration des prix dans le marché où les frais ne font plus se retrouver au même endroit? Je sais pas s'il y a déjà une tendance, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pas pouvoir avoir dans le même écosystème des produits margés et des produits qui sont pas margés. Donc, à un moment donné, il va en tout cas falloir trouver une solution. Soit on dit on abandonne la SICAV traditionnelle et on fait tous plus que des ETF. Mais les indices vont être beaux. Non, mais déjà, il y a une question du coût de la gestion, parce que si on fait de l'ETF actif et que l'ETF actif se développe, il y a quand même des coûts qui aujourd'hui sont au niveau global de la structure et sont affectés là où on veut, mais il faudra quand même les affecter quelque part. Et effectivement, ça peut être une solution de déplacer les coûts au niveau de l'enveloppe. Après, on s'oriente quand même vers une gestion active atrophiée, avec des petits experts de choses très spécifiques de niche et des gros, excusez-moi, qui font de la gestion passive après. Ou de la gestion passive améliorée, mais... Et après, de la gestion passive qui vous amène à avoir un MSCI World avec 70% des États-Unis et tout le monde en rachète un peu plus avec des gestions qui, du coup, sont procycliques. C'est-à-dire que c'est toujours le meilleur qui collecte le plus de capitaux. Tout petit groupe de valeurs qui va dominer l'ensemble de la cote mondiale. C'est une question de comportement moutonnier des investisseurs. C'est pas que la faute des ETF. Ouais, mais c'est aussi un peu la faute des indices, puisque par définition, plus tu deviens gros, plus tu passes dans les indices. Donc, plus on a besoin de t'acheter. Et puis ça devient automatique. Enfin, je veux dire... On fait le tour? Ouais. On a fait le tour, là, sur les ETF? Oui. On pourra en parler des heures, mais... Allez, donc on a commencé avec 4 lettres. SCPI, on a poursuivi avec 3 lettres. Cédric, tu restes avec 3 lettres. Tu as gardé le E. Le compte est bon. Tu as gardé 3 lettres, mais tu as rajouté derrière le E, tu as rajouté le S et le G. Exactement, l'ESG, environnement, social et gouvernance, c'est ça? Ouais. Oui, c'est un truc qui est hyper à la mode depuis un moment. C'est un truc qui revient un peu sur le devant de la scène parce que à chaque fois les pouvoirs publics essayent de faire un peu de ménage, parce qu'il faut quand même dire que l'épargnant, pour revenir sur mon dada de la pédagogie, etc., il devait faire avec le label ISR, avec l'ESG, avec les appellations anglaises, avec le Greenfin, avec Finansol. Enfin bon, bref, il y a de quoi s'être paumé. On a passé notre temps à dire les fonds, la levée de fonds se fait plus facilement sur de l'ESG. Tout le monde veut de l'ESG. Alors après, on s'est interrogé sur l'œuf ou la poule. Est-ce que les gens veulent de l'ESG parce qu'ils en veulent vraiment, ou est-ce que c'est parce que les fournisseurs de fonds, etc., ont décidé de ESGiser leur truc pour faire joli. Et voilà, on s'est posé la question sur le greenwashing. Enfin bref, il y avait énormément de questions. Et en fait, moi, la vraie observation que je me suis faite, elle date du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et je me suis dit, en fait, c'est très sympa. L'ESG, là, c'est bien de tous rouler à vélo, de pas boire dans des gobelets en plastique, d'avoir des valeurs comme ça, de bien traiter ses salariés, qui est une égalité homme-femme ou femme-homme, comme vous voulez, pour les salaires, etc. Très bien, ok, c'est que de bonnes choses, mais s'il y en a un en face qui décide de venir nous mettre sur la gueule, et que ce monsieur-là, il a éventuellement pas tout à fait les mêmes valeurs que nous. Mais faut tendre l'autre joue. Ouais, faut tendre l'autre joue, mais ça, c'est pas de l'ESG. Et que ce jour-là, on n'a pas, parce qu'on a oublié d'y investir, ou parce qu'on ne pouvait plus y investir, quelques armes pour faire valoir nos valeurs, elles ne servent à rien. Donc, je me suis mis à réfléchir sur ce débat entre les différents types de ESG, et en clair, le best in class, enfin bref, une sélection ou une exclusion, puisque c'est à peu près les deux modes de pensée qu'il y a. Et au début, on m'a pas mal rayonné, et je m'aperçois, en discutant avec pas mal d'acteurs, que de plus en plus, l'exclusion bête et pure a un peu de plomb dans l'aile, et ça m'interpelle pas mal. Ok, donc tu es favorable à un ESG de transition où on fait des... Mais je pense qu'il va transitionner tout seul, ouais. Alors, qui attaque? J'ai le souvenir, Aurélie, d'un échange qu'on a dû avoir sur LinkedIn, sur un papier que tu avais dû faire pour l'AGFI. Est-ce que j'ai écrit encore? Non, mais... Des trucs bien, forcément. Non, mais t'avais fait un papier, j'avais dû dire super papier. Le problème, c'est que j'ai l'impression, à la différence de ce que dit Cédric, que les gens s'en foutent de plus en plus.
Oui, effectivement. Là où je ne fais pas tout à fait le même constat que Cédric, alors non pas sur le sujet de la transition, qui est un autre débat, mais sur le fait de savoir si l'ESG est un vent en poupe. Moi, je dirais plutôt non. Alors, non, mais chez les clients, c'est clair. Il y a 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que l'ESG est installé. Bon, faut pas dire le contraire. L'ESG est installé. Toutes les sociétés de gestion font de l'ESG. Ils ont musclé leurs équipes. Ils ont des compétences. Les investisseurs institutionnels font de l'ESG. De toute façon, ils n'ont pas le choix. En revanche, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui qui est porteur, qui commercialement parlant est dynamique? Bah non, je pense que c'est assez évident que l'ESG a beaucoup souffert depuis la guerre en Ukraine de contre-performance financière. Et puis il y a la réglementation qui aussi a pesé beaucoup dans les sociétés de gestion. Enfin, lors de ce dernier article, moi j'étais quand même assez étonnée. J'ai posé la question à tous les gens que j'ai interrogés en disant il n'y a pas une forme de ras-le-bol dans les équipes? Et tout le monde m'a dit, oui, aujourd'hui c'est dur parce que globalement on a travaillé comme des dingues sur les textes européens, ils sont à peine mis en place, on a modifié des milliers de pages de prospectus, etc. C'est à peine fait qu'on nous dit, vous savez quoi? On va changer. On va tout remettre à plat et on va changer. Et à chaque fois, généralement, en plus, on leur donne pas la définition de ce qu'est un truc durable. Donc, chacun tourne autour en se disant comment on va l'intégrer dans nos... Il y a un travail, effectivement, d'interprétation, de mise en conformité, parce que personne veut être pris en défaut sur ces sujets-là. Donc, c'est vrai que de ce point de vue, c'est assez compliqué. Moi, je suis d'accord avec Aurélie, c'est qu'aujourd'hui, il y a... Pour moi, c'est plutôt un mouvement anti-ESG qu'on observe. Qu'on voit d'ailleurs juste entre nous. Quand on regarde la sortie de Mario Draghi sur CSRD et donc les obligations qui sont faites aux entreprises de reporter des données pour que les gens puissent bosser, parce que l'Europe a quand même fait un truc génial. Elle a d'abord dit il faut que les produits vendus aux épargnants soient ESG. On définit 3 règles et ensuite on a dit bien plus tard il va falloir que les entreprises donnent des informations sur ce qu'elles font. Ça aurait peut-être mieux de le faire en sens inverse. On n'a même pas besoin d'aller jusqu'à Mario Draghi. Michel Barnier a demandé un moratoire. L'AMF tatillonne sur la directive de l'EFAMA sur la manière dont les fonds sont dénommés sur la durabilité. Ça arrivera en application dans pas longtemps. Et pour le coup, nous, on est toujours pas dedans. Là, on freine des cas de fer en ce moment, mais ça revient un peu à ce que... Trump qui arrive aussi. C'est ça, mais ça revient à ce que tu... Parce que lui, il n'est pas très ESG compatible. Si on est les seuls à vouloir faire bien les choses, il y a un moment où on se rend compte que ça devient contre-productif. Après, c'est une manière pour l'Europe, quand même, de se démarquer en termes de gestion. C'est-à-dire que quand même, par rapport aux États-Unis, c'est aussi une spécificité. Donc, il y a un moment, pour tous ceux que ça intéresse d'investir dans des choses durables, ESG, etc., c'est quand même... Tu fais le match, tu préfères investir sur la finance durable ou tu préfères investir sur Google, Microsoft et Nvidia? Grosso modo, je vais te faire le match, entre guillemets. On dit l'Europe, elle propose comme plan d'investissement la finance durable. Les États-Unis proposent l'avance technologique. Aujourd'hui, tu es investisseur, tu fais quoi? Je pense que là, tu les opposes un petit peu rapidement. Non, mais caricaturellement. Mais c'est pas pour rien qu'il y a un écart de valorisation entre la bourse européenne et... En fait, je suis désolé, je reboucle, mais c'est une question de pédagogie. Je veux dire, si aujourd'hui, par exemple, dans toutes les gestions ESG, généralement, Danone n'a pas une super cote. Enfin bref, elle passe le filtre en se disant oui, c'est de l'alimentation saine, etc. Mais derrière, on leur colle dessus les bouteilles en plastique, etc. Bon, alors effectivement, peut-être qu'à Paris, c'est pas très utile d'avoir des bouteilles en plastique. Peut-être qu'on a vu toutes ces poubelles qui débordaient de bouteilles en plastique au moment des JO. C'était peut-être pas la bonne méthode. Mais si on se décale juste très largement vers l'Est et qu'on arrive en Inde, avoir de l'eau en bouteille, c'est pas un luxe, c'est juste vital en fait. Donc en fait, là, à ce moment-là, la bouteille en plastique, elle devient vitale. Donc c'est de l'ESG finalement, puisque ça veut dire qu'on va apporter de la santé. Si on réfléchit par exemple aux piscines, alors on se dit la piscine, il faut la remplir, tout ça, ces périodes de sécheresse, c'est pas très etc. Ok, sauf que peut-être êtes-vous confronté parfois à ça, mais on est dans le sud, on a une piscine, le feu arrive, le gars arrive avec sa motopompe, il peut intervenir avant les canadaires, etc. parce qu'il y a la piscine. Alors, est-ce que là, la piscine, c'est eux ou c'est pas eux? C'est exactement comme les armes sont devenues ESG au moment Donc, en fait, c'est pour ça que je dis,
Enfin, que moi, j'ai le sentiment qu'il faut que la transition se fasse pour qu'on sache où et quand c'est bien d'être ESG ou où et quand c'est pas bien d'être... Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience que financer la transition ne se fera pas sans les énergéticiens, sans Total, sans etc. Donc il y a de plus en plus de gens... Sans les piscines, hein, parce que là, il y a quand même un sacré nombre d'incendies à éteindre. Hein. Non, mais... Tu vois, là, je pense que Cédric vient d'allumer le feu. Non, mais c'est vrai. Pour voir. Ouais, tu as quand même une prise de conscience des investisseurs que l'ESG ne peut pas être dogmatique, en fait. Ouais, mais c'est pas possible. Mais est-ce que finalement, je vais l'être dogmatique. Est-ce que, tu sais, chez toi, un jour où j'avais dit sur le plateau de BFM Patrimoine, où on avait débattu des obligations, des contraintes, des questionnaires qu'on doit remplir. Et j'avais dit, si vous êtes épargnant, moi je vous donne un conseil, c'est quand on vous pose la question, vous dites, je n'ai aucun critère. Je n'ai aucun critère, donc m'emmerdez pas avec ça. Ce qui vous empêche pas derrière de faire tous les trucs les mieux du monde. C'est pas parce qu'on a déclaré qu'on avait rien à faire qu'on est obligé de faire les pires saloperies. On peut parfaitement être un épargnant exemplaire derrière, tout en ayant répondu non au questionnaire. Est-ce que finalement, Cédric, il va penser un truc. Aurélie, elle va penser un truc. Tu vas penser un truc. Donc, Cédric, il va nous dire, la piscine, ça peut être ESG. La bouteille d'eau en Inde, ça peut être ESG. Moi, je vais dire, non, mais finalement, j'ai envie d'avoir des exclusions parce que ton truc sur les armes, moi, je suis un pacifiste convaincu. Donc, est-ce que finalement, on crée pas là un vrai environnement de produits de niche typés où il n'y a pas de la concurrence, mais où il y a des gens qui disent, moi, j'affirme un certain nombre de principes, je les tiens, ce qui existe dans la gestion traditionnelle. Il y a des gens qui ont dit, j'affirme des principes de gestion et je les tiens pendant des années. Et le client, il va sur un truc comme ça et il sait exactement ce qu'il a acheté votre marée. Oui, en fait, ça me fait rire ce que tu dis parce que, en fait, c'est précisément à la base l'idée du questionnaire MiFID auquel tu fais référence. Oui, mais on n'a pas les produits. Et que tu cherches et que tu diabolises. Parce que. Bah, on diabolise. Il y a quand même un risque. Pas très bien. Non, il y a quand même un risque énorme sur le. Enfin, bon, en tout cas sur l'ensemble des trois questionnaires, il y a quand même un risque énorme si on dit vraiment son attente. Que le conseiller ait rien à proposer. On est d'accord. Et la réglementation t'interdit de revenir en arrière. Si une fois, mais c'est tout. C'est normal. Si tu fais du fonds, le principe, on est sur des fonds communs, on est sur de la mutualisation de gestion. Tu peux pas avoir une gestion individualisée. Moi, je veux de la piscine, moi, je veux de la défense, mais je veux pas des arbres, machin truc. Enfin, donc, il y a un moment donné, soit tu te fais ta sélection propre de titres conseillés ou pas conseillés, du mandat de gestion individualisé. Mais si tu vas dans un fonds, bah, il faut trouver celui qui se rapproche le plus de tes convictions. Sachant qu'en plus de tout est labellisé, compatible taxonomie, article 8, article 9 SFDR. Donc ta piscine, avant qu'elle rentre dans ces labels... Allez, on conclut, on passe au dernier point, parce qu'on a très clairement la volonté de flécher l'épargne vers l'ESG, c'est une évidence européenne. Est-ce qu'il faut flécher l'épargne des épargnants, Jérémy ? Moi, je pense que oui. Le rôle d'un régulateur, d'un État, etc., c'est bien d'essayer de faire les choses mieux, entre guillemets, d'essayer de faire les choses bien. Donc, si c'est pas le rôle de l'État de flécher l'épargne vers des choses plus durables, plus responsables, vers les utiles, de financer des pans de l'économie qui en ont besoin, la transition. Enfin, je pense que tout le monde est conscient qu'il faut investir massivement dans ces choses-là. Donc oui, je pense qu'il faut flécher l'épargne. Comment le faire, ça c'est un autre sujet. La loi industrie verte, est-ce qu'elle l'a fait de manière un petit peu trop violente ? Peut-être. Maintenant, sur le principe, moi, je suis plutôt pour ça, parce que je pense que c'est finalement le rôle du gouvernement, du régulateur, tout ce qu'on veut, d'essayer un minimum d'envoyer l'argent au bon endroit, quoi. Cédric. Oui et non. On nous a vendu des moteurs diesel parce que c'était bon pour la planète. Ensuite, on nous a expliqué qu'il fallait plus de moteurs diesel, mais des moteurs essence parce que c'était bon pour la planète. Et maintenant, on essaye de nous vendre des moteurs électriques parce que ni le premier ni le second sont bons pour la planète. Et on vient de s'apercevoir, par exemple, au Japon, que on revient au moteur diesel parce que finalement, c'est bon pour la planète. Bon, le parallèle s'arrête là, mais je préférais qu'on essaye de convaincre les gens plutôt, et donc de flécher un peu, plutôt que de contraindre les gens. Je pense que, et je reboucle sur
soyons pédagogues, enfin, essayons d'expliquer aux gens pourquoi. Et ça, effectivement, ça me semble être le rôle de l'État plutôt que de dire bouffe de l'ESG parce qu'il faut que tu bouffes de l'ESG ou bouffe du ceci parce que tu dois bouffer du cela. C'est un vaste sujet, il y aurait beaucoup à dire, mais... Toi, en plus, t'as fait un papier. Ouais. T'as fait un papier, Ouais, t'as discuté avec des gens. Moi, deux Oui, choses. alors que nous, c'est le café du comptoir. Tu vois. Non, mais il a discuté avec des gens Non, mais en c'est leur donnant la l'intelligence problématique. spontanée. Nous, on profite de notre expérience, c'est différent. Pour rebondir sur ce que disait Jérémy, ça pose la question de l'alignement des intérêts individuels avec l'intérêt collectif. Parce que ça peut être l'intérêt de l'État de driver les sommes d'argent épargnées par les gens qui sont conséquentes vers certains secteurs, etc. C'est pas forcément l'intérêt de tout un chacun ni son envie. Donc il peut y avoir comme ça des problèmes d'alignement et donc après les outils, il y a l'outil fiscal. Bon voilà, il y a des outils qui marchent plus ou moins bien. Et Donc puis aujourd'hui, après, l'État, il flèche plutôt vers Bercy. et puis après, un deuxième point, outre celui que tu as mentionné qui est très juste, c'est de se dire qu'est-ce que ça donne, à quoi ça aboutit et est-ce que c'est efficace. Et malheureusement on voit pas C'est-à-dire beaucoup... quand on flèche, on n'a pas beaucoup si tu prends des entre exemples, guillemets de fiches techniques du résultat obtenu, quoi. bien souvent ça sert surtout ça profite surtout à certains secteurs industriels ou à certains secteurs financiers, à certains vendeurs de produits et finalement ça sert assez peu les objectifs initiaux. Et puis quand tu parlais de greenwashing tout à l'heure, Cédric, je suis désolé, mais il y a un moment, c'est très bien de flécher vers l'ESG, mais tout le monde s'est mis sur le créneau pour en profiter. Voilà, qu'est-ce qu'un fonds ESG ? De toute façon, finalement, tout repose un petit peu là-dessus. La taxonomie européenne était censée résoudre un peu le souci, mais tant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord véritablement sur ce que c'est qu'un fonds durable, un fonds ESG, on appelle ça comme on veut, et qu'on a un vrai gage de qualité, d'engagement sur le produit vraiment et sur ce qu'il investit, c'est très compliqué parce que moi j'ai commencé l'intervention en disant que moi je trouvais ça bien, je trouvais ça louable et que c'était important. Maintenant, on sait que ça va aussi vers des fonds qui ne le sont pas. Donc là, c'est plus problématique. Et là, tu es sur le résultat. Tu es sur la manière dont tu as de l'impact, etc. Et ça, c'est plus difficile. Et une dernière chose qu'on m'a dite dans ce papier que j'ai trouvé, qui m'a interpellée, c'est qu'on m'a dit quand la guerre en Ukraine est arrivée, qu'on a eu des problèmes d'énergie, il y a eu de la communication, on a expliqué aux gens, on leur a demandé de faire des efforts, ils l'ont fait. Et c'est très vrai. Et pas pour parler de ESG, mais on a un problème de financement des entreprises. On dit qu'il faut financer davantage en fonds propres les PME. Peut-être que pour reboucler avec le sujet de la pédagogie, il y a un moment donné, plutôt que de prendre les gens un peu pour des idiots en les obligeant à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, peut-être qu'en les incitant, en leur expliquant et en leur donnant envie, ça marcherait un peu mieux. Ok, moi je retiens de notre échange un truc, c'est qu'effectivement il y a un vrai match qui existe entre la macro et la micro. Flécher l'épargne, c'est clairement mettre en priorité les sujets macroéconomiques devant les sujets microéconomiques. Et je pense que on nous saoule en France sur la nullité des Français, sur le fait qu'ils investissent pas en action. Et je pense que c'est pas simplement parce qu'on n'a pas des fonds de pension qu'on en est là, c'est parce qu'on a toujours traité les sujets de la même façon. C'est-à-dire qu'on a toujours traité les sujets en mode diesel. On va faire votre bonheur. Et moi, je regrette vraiment, et c'est un gros problème de la France dans la perception des dossiers, c'est-à-dire qu'on vive toujours sur ce mode de fléchage de l'épargne et qu'on soit absolument pas libéral en disant mais les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur pognon, c'est leur vision, c'est leur projet, c'est leur patrimoine, c'est leur stratégie, etc. Et je pense qu'on rééquilibrerait le système en regardant beaucoup plus les problématiques des gens. On améliorerait la culture des gens parce qu'ils seraient obligés de s'y intéresser, la diversité de l'offre parce que tout le monde n'aurait pas les mêmes demandes et que ça créerait pas de choses. Donc je deviens moi de plus en plus un peu un anti-fléchage, sachant que le fléchage il fonctionne quand on regarde les outils très largement par des avantages fiscaux et que en général on sait que quand on a un avantage fiscal c'est un produit qui va être souscrit par le client et qui in fine n'aura aucun intérêt pour le client. Et en dehors de son aspect fiscal. Et puis et encore. De toute façon, pour moi, l'exemple de Cédric, il résume tout. C'est-à-dire que un jour, c'est bien de faire du diesel, le lendemain, c'est de l'électrique, le surlendemain, finalement, les éoliennes, finalement, c'est pas super parce qu'en plus, il faut les enfouir, ça coûte pour les produire, etc. Donc les gens, ils y comprennent rien, ils ont l'impression un petit peu d'être pris pour des cons.
ils doivent changer tous les 5 ans de paradigme. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à faire cette éducation-là et à peut-être finalement, comme tu le dis, peut-être avoir un tout petit peu plus de libéralisme sur la manière dont les gens investissent ou en tout cas de s'intéresser un petit peu plus à leurs problématiques à eux, bah, c'est un peu insoluble. La multiplication des dispositifs fiscaux qui fait qu'au final, tu sais plus où donner de la tête et tu peux pas te connaître. Et ça donne beaucoup de travail aux conseillers. Oui, Jérémy disait, c'est à l'État peut-être de d'être régalien et de dire il faut aller dans telle ou telle direction. Super. À ce moment-là, il faudrait peut-être déjà que ceux qui incarnent l'État, quand ils ouvrent leur patrimoine, on s'aperçoive qu'ils ont peut-être un peu d'action, un peu de private equity, un peu, enfin voilà. Hein, quand on voit des ministres et autres de l'économie ou autres qui ont passé je ne sais pas combien de dizaines d'années dans les cabinets sous les ordres de la République, comme on dit, et que quand ils ouvrent leur patrimoine, il n'y a pas 1 euro d'économie, et notamment pas 1 euro d'économie qui sert l'économie réelle, je me dis que la pédagogie, il y a encore du boulot. Merci à tous les trois d'être revenus sur ce plateau, débattre. On avait prévu de faire une grosse demi-heure, on a fait 50 minutes. J'espère que ça vous a plu. Que puis-je vous dire à tous les trois et à vous qui nous écoutez, cette fois c'est vraiment la dernière de la saison 2024. Je vous souhaite à tous les trois de bonnes fêtes. Profitez-en bien. Merci. J'espère que vous prenez à l'année prochaine. Et donc, si on nous réinvite. À vous aussi. Et je conclus donc par ce mot. À l'année prochaine. Merci.